Bonjour au troisième, je vous retrouve aujourd'hui pour la troisième et dernière partie de la correction sur l'arithmétique, ainsi que pour un troisième exo sur le début des révisions de géométrie. Alors, premier exercice, c'est l'exercice type brevet qu'on a déjà vu la semaine dernière. Donc j'espère que vous avez un peu suivi la correction, puisque la méthode est vraiment assez similaire pour tout ce genre d'exercice. Donc là, la seule différence, qu'est-ce que c'est? C'est qu'ici, au lieu d'avoir deux objets, on en a trois à partager. Donc il y a 69 diamants, 1150 perles et 4140 pièces d'or. Donc le but, c'est d'arriver à faire un mélange, ou en tout cas un partage le plus judicieux possible, et de voir en combien on peut les partager au maximum. Donc ça, ce sera l'objet de la question petit b. Toujours, généralement, l'objet d'une première question, c'est de décomposer ces trois nombres en produits de facteurs premiers. C'est les questions introductives qui rapportent quelques points au tout début et avec lesquels on peut s'en sortir facilement. Donc, je vous ai mis directement les résultats de ce que j'ai vu sur vos rendus. Je pense que voilà, vous arrivez maintenant à bien décomposer, donc ça c'est un point positif. Donc 69 c'est 3 fois 23, 1150 c'est 2 fois 5 au carré fois 23, et 4140 c'est 2 au carré fois 3 au carré fois 5 fois 23. Alors, dernier rappel sur ça, hein. Vous avez d'ailleurs le droit de les écrire dans l'ordre différent, hein. C'est-à-dire vous pouvez permuter 23 et 3, c'est tout à fait autorisé. Donc si sur votre feuille vous n'avez pas cet ordre-là, c'est pas grave, il s'agit par contre qu'il y ait tous ces nombres-là. Et si aussi vous avez écrit 2 fois 2 au lieu de 2 au carré, c'est pas très grave. Maintenant l'idée c'est d'arriver à écrire ça de la manière la plus synthétique possible. Voilà. Alors une fois que ceci est fait, on voit clairement apparaître, et c'est pour ça que je les ai écrits l'une en dessous de l'autre, notre plus grand diviseur commun. Puisque je vous rappelle que quand vous avez cette écriture, eh bien les diviseurs finalement ce ne sont autres que les nombres qui forment la décomposition. Donc là vous avez 23, là vous avez 23 et là vous avez 23. Alors vous allez me dire pourquoi on n'aurait pas pu rajouter 2 et 2, ils sont là. Il faut qu'ils soient communs aux trois nombres en même temps. C'est la particularité de cet exercice-là. Or, ici, il n'y a que 3, et le 3, on ne le retrouve, alors certes, on le retrouve ici, mais on ne le retrouve pas au milieu. Donc vous voyez que le plus grand diviseur que l'on puisse trouver, c'est celui-là. Et il se trouve, finalement, quand on regarde l'écriture de la question A, les écritures de la question A, on répond directement à la question B, puisque notre plus grand diviseur commun, ce n'est autre qu'en fait le nombre de marins qui vont recevoir le nombre de pièces. Donc le nombre de marins, c'est 23. Pour savoir combien ils vont en avoir chacun, vous regardez maintenant ce qui n'a pas été utilisé. Ils vont avoir 3 diamants chacun. Ils vont avoir 2 fois 5 au carré, c'est-à-dire 25 fois 2 égale 50 perles. Et ils vont avoir 2 fois 2, 4. 4 fois 9, 36. 36 fois 5, 5 fois 3, 15. 180 pièces d'or. Voilà comment résoudre cet exercice-là. Donc là, il faut vraiment que tout le monde y arrive sur celui-là. Numéro 2. Alors numéro 2, on est encore dans l'arithmétique, on n'est plus tout à fait dans la décomposition en produits de facteurs premiers. On est vraiment sur utilisation d'un énoncé. Et ce qu'il va y avoir ici, c'est la notion que je vous marque ici de multiple, qui est entre guillemets le contraire finalement de diviseur. Alors, là, vous avez une course qui s'effectue en 12 tours de circuit. La première voiture fait 36 minutes et la deuxième fait 30 minutes. Donc là, pareil, chose importante dans ce genre d'exercice, mettre en valeur les informations importantes. Donc là, en l'occurrence, cette première voiture met 30 minutes et celle-là met 36. Donc les deux informations cruciales, elles sont ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait après? Déjà, on peut avoir une idée finalement de comment ça va se passer au niveau du résultat. Vous avez la première qui effectue en 36 minutes et l'autre en 30 minutes. Donc il y en a une qui va plus vite que l'autre. Donc intéressons-nous à celle qui va plus vite, c'est-à-dire celle qui fait le tour en 30 minutes. Eh bien, s'il y a 12 tours à effectuer, ça veut donc dire qu'elle fait 30 minutes x 12, ce qui fait 360.
Là, on est toujours en minutes. Hein. Je mets la petite apostrophe. Donc 360, ne me dites pas que ça fait 3h60, c'est pas vrai. Ça fait 6h. 6h, si le départ a été donné à 13h, ça fait de manière additive qu'elle arrive à 19h. Alors il n'y a même pas besoin de calculer le temps d'arrivée de l'autre, elle met 6 minutes de plus à chaque tour. Donc on sait d'office qu'elle sera après 19h. Voilà. Et la deuxième question, c'était combien de fois ce seront de nouveau tels croisés sur la ligne de départ. Donc là, vous devez écrire les deux temps. Donc vous écrivez le temps 30. Vous écrivez, alors moi je vais le mettre un peu au-dessus, le temps 36. Et à chaque fois, vous donnez les multiples suivants. Quand je dis les multiples, en fait c'est la table. Donc table de 30, 60, 90. Et vous continuez, non pas à l'infini, mais à 360, puisque vous savez que c'est le moment où la première sera arrivée. Et une fois que vous avez listé tous vos multiples, vous faites pareil pour celui du dessus. Moi, je vais en marquer un qui va avoir son importance. C'est celui-là. Il y en a d'autres. Hein. Et pour 36, vous avez à un moment donné 180. Et vous avez aussi à la fin 360. Du coup, vous prenez les deux qui sont en commun, là et là. Et il y en a un autre, c'est celui, bien évidemment, à l'arrivée. Alors ça veut dire tout simplement que lorsque la deuxième sera arrivée, la B en l'occurrence, eh bien la voiture A, elle aussi va passer sur la ligne d'arrivée. Sauf qu'elle, elle passe sur la ligne d'arrivée non pas pour terminer la course, mais parce qu'elle a encore des tours à faire, tout simplement. Voilà pour cet exercice-là. Donc on avait 2 points de rencontre. Et enfin, on réattaque un peu avec la géométrie. Donc là, on est vraiment sur un exercice classique qui a été vu en 5e. Alors, je prends le rouge pour pas différencier là. Première question, calculer la mesure de l'angle CBG. Donc l'angle CBG, il est là. Intéressant de le coder, c'est tout celui-là. Alors, comment faire? Eh bien, on sait que on a, alors c'est pas marqué que les points sont alignés, mais il y a marqué que AG et DF sont parallèles. Sous-entendu, AG est une droite. Qui dit droite dit que ici j'ai 180 degrés. Je les ai aussi bien évidemment de l'autre côté. Donc ici, si j'ai 120 là, j'ai un angle qui fait forcément 60 degrés. Donc ça c'est la première question. Cet angle-là fait 60 degrés. Et le calcul c'est 180 moins 120. Alors, deuxième question. Alors cet exercice a été mâché. Hein. En 5e, je le propose avec une seule question et il faut trouver la réponse directement. Là, je voulais mâcher puisqu'on recommence ce chapitre. On essaye de mettre en commun selon les connaissances de chacun et ce dont chacun se souvient. Vous regardez le codage ici, vous avez un angle de 60 pour la totalité. Vous savez que cet angle est codé en 2 angles égaux. Donc là, en fait, il y a une bisectrice. Donc là, concrètement, qu'est-ce qui se passe? J'enlève ça pour pas que ça nous gêne. Eh bien, nous avons un angle de 30 degrés. Ici. Et ici. Et c'est celui-là qui va nous intéresser davantage. Ok? On continue. À l'aide du parallélisme, calculer la mesure de l'angle FCB. FCB, c'est le grand ici. Toujours pareil, c'est celui qui est constitué des deux morceaux-là. Alors là, on fait appel à ce que je vous ai mis ici. Les angles alternes internes et correspondants. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose dont vous avez forcément entendu parler. Je refais un petit rappel ici. Voici un couple de droites. Voici une séquente. Eh bien, des angles qui sont alternes internes, ce sont des angles qui sont à l'intérieur du tube, constitués par les deux droites. Et le fait qu'ils soient alternes, ça veut dire qu'il y en a un de chaque côté. Internes, ils sont à l'intérieur du tube. Okay. Remarque très importante, si jamais les droites ici violettes sont parallèles, alors les deux angles alternes internes que j'ai créés sont égaux. Et ça va avoir son importance pour la suite. Du coup, si vous regardez ce qui se passe ici, vous avez bien évidemment, ici, vous avez deux droites parallèles. Si les deux droites sont parallèles, alors l'angle ici en vert est alterne interne avec le grand ici qui est formé des deux petits rouges. Du coup,
nous avons 120 degrés pour la totalité de cet angle-là. Donc cet angle-là fait 120 degrés. Et en utilisant le codage, là encore, on a deux angles égaux, une bisectrice qui donc partage cet angle en deux. La moitié de 120, c'est 60. Voilà. J'ai tout fini quasiment. La question portait sur que peut-on conclure sur la nature du triangle CEB. Alors le triangle CEB, c'est celui-là. J'ai deux angles que je connais. Je suis capable, à l'aide d'une propriété, c'est pour ça qu'on vous disait bien que c'était des rappels de cinquième, de faire le calcul. Et cette propriété me dit que l'angle, il est égal à 180 moins la somme des deux autres, c'est-à-dire 30 plus 60. 30 plus 60, ça fait, j'ai plus de place, ça fait 90. 180 moins 90, ça veut donc dire que à cet endroit-là, on va y arriver, j'ai un angle droit. Donc là, vous voyez, on a utilisé plein de propriétés sur les angles plats supplémentaires, les angles alternes internes, le parallélisme, et on conclut avec la nature d'un triangle grâce à la formule sur la somme des angles. Voilà, c'est terminé pour cette séquence. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le prolongement de la géométrie avec les notions de symétrie, d'homothétie, de translation. Je vous précise d'ailleurs que je vous ai posté une vidéo sur ces contenus-là. Voilà, je vous souhaite un bon week-end à tous et puis à la semaine prochaine. Au revoir.